Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Épisode qui me donne l'occasion de recevoir Vincent Guerre. Vincent Guerre, bonjour. Bonjour. Vincent Guerre, vous êtes antiquaire, mais vous n'êtes pas seulement antiquaire, vous êtes aussi miroitier. Et à ce titre, vous avez présidé, effectué la restauration des glaces de la galerie du même nom, à Versailles. C'est une activité qui vous a occupé pendant assez longtemps. C'est à séquence, cet épisode. C'est-à-dire que la restauration de la galerie a été programmée sur plus de 4 ans, ne pouvant être fermée pour des raisons d'accueil du public. Ça a été séparé en deux. On a d'abord fait le nord et puis ensuite le sud. Et ça a donc été sur des épisodes qui ont duré 4 ans en tout. Alors, vous allez nous dire dans quel état vous avez trouvé les glaces de la Galerie des Glaces et de quelle manière vous avez pu les restaurer. Mais avant, retour en arrière sur votre propre profession. Je le dis, vous n'êtes pas que miroitier, vous êtes même miroitier après avoir été ou tout en continuant à être antiquaire et antiquaire de père en fils. Tout à fait. J'ai la chance d'avoir vécu et être né dans une maison où les objets d'art, la restauration des objets d'art avait une importance quotidienne, puisqu'on avait, en plus de la boutique d'antiquité de mes parents, il y avait 2 ateliers d'un encadrement et un de restauration de bois doré, dans lesquels j'ai baigné depuis tout petit, qui m'ont sans aucun doute donné le goût et l'appétence pour les choses de la main, aussi bien que les choses esthétiques. Et ça se passait dans quelle région ? À Avignon, donc qui est une ville d'art aussi, donc dans le sud. Est-ce qu'il y a justement dans la géographie des antiquaires, avec plus d'un certain type d'objet dans certaines régions ou Alors il y avait, je dirais, 2 choses. Il y avait une géographie de communication, c'est-à-dire qu'on était sur les voies de communication. Vous étiez sur la descente entre Paris et la Côte d'Azur. À l'époque, il y a 40 ans, c'était un axe privilégié. Les antiquaires parisiens descendaient pour leurs vacances ou pour aller voir leurs clients sur la Côte d'Azur en voiture et faisaient toute la vallée du Rhône. Donc des villes comme Avignon étaient un lieu de passage où s'arrêtaient beaucoup ses confrères et qui visitaient régulièrement mon père. Et la ville d'Avignon, dans laquelle il y avait effectivement beaucoup d'antiquaires, c'est terminé. Il y en a plus. Comme dans beaucoup de villes de province, c'est une profession qui a tendance à vraiment disparaître. Et il y avait donc des axes et puis il y avait des régions. On avait effectivement la Côte d'Azur, la région de Bordeaux, Lyon, éventuellement Strasbourg, étaient des villes dans lesquelles on trouvait une concentration d'antiquaires. C'est une chose qui est maintenant très difficile à rencontrer. Ouais. mais concentration d'antiquaires parce que concentration de richesse ? Concentration de richesse et d'histoire dans certaines villes et régions. Et puis après des compétences aussi, on pouvait s'installer dans une ville parce qu'il y avait déjà un antiquaire très compétent qui attirait du monde. Il y avait certaines villes où il y a des foires qui se sont installées, des foires d'antiquaires ou des foires de brocante qui ont généré aussi une effervescence. Et voilà, toutes ces choses mêlées faisaient que il y avait des pôles, des villes dans lesquelles il y avait vraiment plusieurs portes à pousser et ça valait le coup qu'on s'arrête. C'était vraiment des étapes importantes. J'ai pas cité Beaune, par exemple, un peu plus au nord, qui a toujours été une étape importante. Et tout ça a tendance à disparaître, comme toutes ces villes de province où les boutiques de centre-ville se meurent. Mais c'est seulement parce que le centre-ville est, si je puis dire, dépeuplé, enfin plus exactement, et réduit par la multiplication des grandes surfaces, des commerces dans les périphéries, etc. Alors je pense que pour l'Antiquité, c'est pas de la grande consommation, donc c'est quand même un petit peu différent, mais il est certain qu'il y a une appétence qui disparaît pour les choses anciennes.
Je dirais que quand maintenant, moi je regarde mes amis, mes jeunes ou un petit peu moins jeunes, ils consomment de l'objet d'art, en fait de l'objet de décoration. C'est pas vraiment on a plus cette espèce d'intérêt pour la chose ancienne, de compétences et de culture qui fait que vous aimiez aller chiner, vous arrêtez chez les antiquaires. Avant, on parlait toujours d'un antiquaire de famille, ça n'existe plus. Et puis il y a eu une énorme compétition avec les salles des ventes, salles des ventes françaises et salles des ventes internationales, et c'est un marché qui a pris le dessus sur le marché des antiquaires. Encore une fois, je me répète, l'antiquaire de famille, c'est une chose qui maintenant n'existe quasiment plus. Alors, moi qui aime bien flâner dans les rues où il y a des antiquaires à Paris, ou d'essayer de trouver un antiquaire quand je me trouve dans une ville de province, je me demande toujours quand même de quoi est faite la journée d'un antiquaire. C'est-à-dire que on les voit généralement assis au fond de leur boutique, qui lisent ou qui écoutent la radio, souvent de la musique, et puis, bon, on se dit, mais on peut, comme ça, vivre en attendant le chaland. Je parle même de vivre économiquement, ou qu'est-ce qui se passe? Vous qui avez vu votre père antiquaire et qui exerçait cette même fonction, qu'est-ce qu'on fait dans sa journée d'antiquaire? Pour illustrer votre propos, il se trouve qu'effectivement, la vie d'un antiquaire de province, si vous attendez à la boutique que la porte s'ouvre, c'était pas très actif. Donc moi, mes parents étaient un petit peu un faux exemple, puisque nous voulant pallier à ça, ils étaient organisés déjà en couple, ce qui était une manière de travailler qui est un petit peu archaïque maintenant. Ma mère s'occupait plus de la boutique, mon père lui courait les adresses, ce qu'on appelait les courtiers, des gens qui faisaient un peu le travail en amont pour lui dans toutes les campagnes, pour essayer de trouver des gens qui avaient des choses à vendre. Et puis après, quand on était à la boutique, effectivement, la porte se poussait pas beaucoup. Donc, beaucoup de lecture, de culture. L'antiquaire est en général quelqu'un souvent de cultivé quand même. Et puis, ils ont monté, pour pallier à ce manque d'activité, ils ont monté justement un atelier d'encadrement et un atelier de restauration de bois doré. Et là, ça a amené une activité quotidienne et permanente, puisqu'il faut surveiller tout ça et pratiquer aussi, parce qu'on met assez facilement la main à la pâte à se retrouver derrière, au lieu de derrière un bureau, on se retrouve derrière un établi. Et là, les journées deviennent toujours trop courtes. Vous dites les antiquaires. Dans le milieu des antiquaires, on est plutôt cultivé. On est cultivé de bouche à oreille, si je puis dire, ou ça se passe comment? Ça se passe comme pour les chiens de berger, où c'est le vieux chien qui instruit par affectio societatis, qui instruit le jeune. Il n'y a pas de formation de chien de berger, ou ça se passe à travers l'université. Alors, je vais reprendre votre métaphore. Ce serait plutôt le chien de chasse que le chien de berger. C'est beaucoup par une espèce de flair, un sens des objets, un sens de la curiosité, et l'antiquaire en fait est riche de ce qui, enfin en tout cas je peux parler pour mon cas, riche de ce qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que quand vous vous promenez sur une brocante ou dans une vente publique et que vous voyez un objet qui vous parle, mais que vous n'êtes pas forcément capable de dire exactement ce que c'est cet objet-là qui vous attire. Et après, vous cherchez à développer une connaissance sur cet objet, et là, c'est la culture qui vous rattrape, et vous finissez par accumuler un certain nombre de savoirs. Et je dirais, c'est l'élément moteur principal, c'est la curiosité. Et la curiosité dit, au bout d'un certain temps, dit effectivement une culture importante de l'objet. Mais l'objet, il faut avoir un feeling, il faut avoir une attirance pour l'objet ou pour la matière, et qui définit votre goût et vos spécialités après. Mais est-ce que ça vous fait créer ensuite des circuits, des parcours de curiosité, c'est-à-dire sans vous demander des secrets que vous ne pourriez pas nous révéler, mais vous-même, quand vous partez à la recherche, je ne parle pas de ce qui est l'aspect des miroirs dont on parlera tout à l'heure, mais
voulais profiter de ce que vous êtes le premier antiquaire que j'ai l'occasion d'interviewer dans cette émission pour essayer de savoir un peu qu'est-ce que c'est que le parcours d'un antiquaire quand vous avez envie d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose qu'est-ce que vous faites? Vous allez au Puce, vous allez chez les confrères, vous êtes installé tout près de l'hôtel des ventes, vous allez à Drouot, vous regardez les catalogues. Alors c'est une des magies de ce métier, c'est qu'il y a 1000 façons de faire le métier en fonction de vos goûts et de vos appétences et de vos compétences. Effectivement, les relations humaines sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que vous créez au fil des années, vous créez un tissu de gens qui vous suivent, avec lesquels vous avez des liens commerciaux et qui finissent au bout d'un moment par vous appeler quand ils ont quelque chose qui est dans votre domaine. Donc le réseau amical est extrêmement important. Puis après, il y a des gens qui ont plus l'habitude de travailler en salle des ventes et qui seront les rois du monde pour dénicher partout dans les ventes publiques, sur les catalogues, l'objet qui a été mal catalogué, mal indiqué, et sur lequel ils vont amener un savoir et une compétence complémentaires. Puis vous avez des gens qui sont beaucoup plus à prendre la route et à aller faire les déballages de brocante et d'antiquité. Il y a toujours ce qu'on appelle les journées professionnelles en début de salon. Là, le jour où on déballe, on appelle ça donc un déballage. Vous avez une journée réservée aux professionnels dans lesquels vous pouvez chiner dans les allées pour essayer de trouver des objets avant que les stands soient bien installés. Et puis après, vous avez des gens qui travaillent plus directement avec les privés qui sont connus pour faire de l'expertise et pour faire ce qu'on appelle des adresses. Il y a 1000 et 1000 manières chacun y amène son caractère et ses compétences. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est les salles des ventes qui se sont multipliées un peu partout et les gens maintenant qui ont des choses à vendre, des successions suite à un décès ou autre, ont très vite tendance à s'adresser au commissaire-priseur plutôt qu'à l'antiquaire de la région ou l'antiquaire de famille, je me répète. Et donc, par ricochet, l'antiquaire surveille beaucoup les ventes publiques. Et c'est un des réseaux d'approvisionnement qui a pris le dessus en France. Donc voilà, mais chacun y amène ses compétences. Et après, il y a toujours la magie de vous êtes en vacances, il y a une brocante, un déballage, un vide-grenier. Vous levez un peu plus tôt ce matin-là et vous allez faire un tour sous les platanes à l'Île-sur-Sorgue ou sous les petits chênes verts en Ardèche et profiter d'un déballage pour essayer de trouver un oiseau rare. Donc voilà, il y a un grand domaine de liberté. Quelle est la relation entre les antiquaires et les commissaires-priseurs? Ils sont comme chien et chat, ils se surveillent, ils se concurrencent, ils se complètent? Je pense qu'à la fin du compte, ils se complètent. La relation est pas forcément merveilleuse. Les compétences sont pas les mêmes. Je dirais un antiquaire a tendance, un mot peut-être un peu trivial, à mouiller sa chemise. C'est-à-dire qu'il va mettre de l'argent sur un objet, son argent, pour acheter un objet et donc prendre un risque. Un commissaire-priseur, il y a le mot priseur qui définit bien ce qu'il veut dire, mais il n'y a pas la même implication commerciale. Donc là, il y a une vraie différence entre les deux professions, qui sont aussi intéressantes l'une que l'autre, mais il y a peut-être cette différence-là qui jouent les uns contre les autres. Mais à la fin du compte, c'est un métier. J'ai tendance à dire que celui qui a raison, c'est l'objet. Et que l'objet a sa vie, qu'elle soit dans une vente publique ou dans les mains d'un antiquaire, dans une galerie, pour finir de toute façon un jour ou l'autre chez un collectionneur, chez quelqu'un qui l'accueillera et dans lequel on pourra dire que cet objet a fini à trouver un berceau et à trouver un endroit où rester tranquille. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a de moins en moins d'antiquaires. Est-ce qu'ils sont, pour continuer à exercer leur métier, obligés de se spécialiser? Et si oui, est-ce que c'est une spécialisation relativement large ou est-ce que ça doit être très étroit? Le mot spécialisation veut bien dire ce qu'il veut dire. Je pense que pour les compétences, il faut un peu réduire son champ d'action et effectivement être très compétent sur un domaine
peut vous aider à justement à être connu et à faire que ces réseaux vous amènent la marchandise vers vous et par compétence. Donc quand vous êtes au sommet de la pyramide, vous avez tendance à pouvoir récupérer assez facilement des objets et des affaires. Et c'est un moyen d'être connu, c'est un moyen d'accéder à une voie commerciale et à pouvoir réussir dans un domaine. Et c'est vrai que de plus en plus les gens se spécialisent. Ouais. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes antiquaire et miroitier. Comme antiquaire, votre spécialité? Alors, elle a été double. Elle a été au début par résilience vis-à-vis de ce que j'avais connu dans le Midi chez mes parents, qui était de l'immobilier surtout classique, 17e, 18e. Je m'étais beaucoup intéressé au 20e siècle. Et après, par atavisme, j'avais pas quitté quand même le goût des choses anciennes et du bois doré, et je me suis vraiment beaucoup développé dans tout ce qui était cadre ancien et miroir en bois doré. Je vous propose que nous en venions à vos activités de miroitier, mais peut-être avant que nous en venions à cette activité, faut-il dire comment vous y êtes arrivé? C'est-à-dire, vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a demandé de... Tout à fait. Ayant par mon métier d'antiquaire des relations très diverses et variées, j'étais assez ami avec un architecte décorateur qui s'appelle François-Joseph Graff. Ça, il faut que vous fassiez un peu le portrait. C'est pas n'importe quel architecte décorateur. Non, je le considère comme un grand monsieur de la profession, avec beaucoup de talent et beaucoup de caractère. Oui, beaucoup de talent avec un S à talent et avec un et S, sans avec S. un talent avec un S et compétences avec plusieurs S. Et j'avais des très bons rapports avec lui, qui étaient des rapports de goût à travers des objets, plus de mon métier d'antiquaire. Et un jour, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, monte dans l'hôtel particulier qui est en face, que je suis en train de réparer. Il y avait plusieurs étages, et il me dit, il y a 18 miroirs à poser, dessus de cheminée, des trumeaux, quelques carreaux de porte, et il me dit, je connais personne d'autre qui puisse avoir des compétences dans ce domaine-là, je veux des miroirs anciens, tu me poses ces miroirs, et dans 15 jours, je veux que ce soit fait. Donc ça a été le début d'une grande aventure. Mais attendez, comment avait-il deviné que vous aviez des compétences en matière de miroir? En matière de cadre, je crois que j'ai compris, mais en matière de miroir... ça doit être un instinct. Il connaissait l'atelier de mes parents dans le sud, dans lequel on réparait des miroirs en bois doré, dans lesquels on pouvait réinstaller un miroir ancien quand il était cassé, mais ça restait des surfaces et des choses totalement pas anecdotiques, mais pas loin. Et je pense qu'il a fait un pari et ce pari a fonctionné au-delà des espérances ou des limites qu'on pouvait y mettre d'emblée. D'accord. Donc, à partir de cette compétence occasionnelle que vous aviez dans l'atelier de vos parents, il vous a fait la confiance de vous confier ces 18 miroirs. 18 miroirs, oui, je me rappelle le chiffre. Donc, je suis parti en goguette au Puce à Saint-Ouen, entre autres. J'ai acheté des miroirs, puisque je savais reconnaître un miroir ancien, un miroir en mercure. J'ai acheté 4 tréteaux, 2 planches, installé ça en fond d'atelier, une roulette pour couper le verre. J'avais vaguement coupé comme un jeu d'enfant dans l'atelier d'encadrement. Et là, j'ai découpé des grands morceaux et aux innocents les mains pleines, ça s'est relativement très bien passé. Et on a pu installer ça dans les temps impartis. Et après, c'est devenu... il m'a redemandé pour d'autres réalisations. Et puis, de l'un dans l'autre, au bout à peine une dizaine d'années, il s'est profilé le chantier de la Galerie des Glaces. Et j'ai eu donc beaucoup de chance d'être là au bon endroit, au bon moment, et avec quelques compétences, d'autres qui se sont développées sur place. Et après, une fois que vous avez réalisé un chantier pareil, vous avez une carte de visite. Une carte de visite. Voilà. Alors, et je reviens sur quelque chose que vous avez dit pour qu'on se trompe pas. Je n'ai pas dirigé le chantier de restauration de la Galerie des Glaces. Non, vous êtes occupé du chantier. Je me suis occupé de la partie miroiterie. Vous avez dirigé la partie miroiterie. Enfin, vous avez vous avez eu la responsabilité de la rénovation des glaces, des miroirs de la Galerie des Glaces. Mais alors, justement, venons-en à ce chantier. Il y a un appel d'offres? Il y a un appel d'offres. C'était déjà une chose un petit peu nouvelle.
C'est un gros groupe que je pense qu'on peut citer, puisqu'il qui s'appelait Vinci, qui a fait ce qu'on appelle du mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'ils ont apporté à la réalisation de ce chantier, d'une part leurs entreprises internes qui savaient effectuer le travail, que ce soit maçonnerie, électricité, échafaudage, toutes ces choses-là qu'ils avaient en équipe. Et quand ils ne connaissaient pas une spécialité, à ce moment-là, c'est eux qui sponsorisent l'artisan qui vient avec eux et qui réalise sous la direction en l'occurrence Philippe Didier, l'architecte de Versailles, qui réalise les travaux. Donc je suis arrivé aux côtés de Vinci uniquement pour la partie miroiterie. D'accord. Et alors, là, quand vous avez pris connaissance de l'appel d'offres, est-ce que vous avez en même temps une vue précise de l'état des lieux dans lequel vous allez devoir intervenir? Alors oui, parce que quand on fait appel à vous dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle un cahier des charges qu'on vous distribue, qui est un gros paquet de feuilles bien officielles, dans lequel vous avez une description totale de l'endroit, de ce qu'il y a à faire et de ce qu'on vous demande, avec un cahier de décomposition des prix, de manière à pouvoir calculer votre devis et mettre un prix sur les choses. Donc quand vous démarrez, vous avez déjà une vue de ce qu'il y a à faire. Un des premiers travaux qu'on m'a demandé était de corroborer, de donner mon avis sur effectivement ce qu'il y avait à faire et ce que je préconisais. Et on fait un mix de ce qui a été prévu et de ce que vous amenez comme compétences. Et on travaille ensemble, main dans la main, avec l'architecte, pour avancer vers une rénovation qui soit bien exécutée. Alors, il y a 357 glaces, miroirs à rénover. Votre premier diagnostic est proche ou loin de celui qui a été fait par ceux qui ont défini le marché? Il est assez proche. On est vraiment sur les mêmes idées et les mêmes compétences. Et sur les 357, il s'avérait qu'il y en a eu 48 à changer. Alors pourquoi les changer? Parce qu'ils ont, au cours des âges, été mal restaurés, avec ce que les artisans à l'époque avaient sous leurs mains, entre autres des miroirs au nitrate d'argent, qui était la méthode de fabrication postérieure au miroir au mercure. Et donc les couleurs n'allaient pas. Il y avait d'autres miroirs qui étaient fendus, cassés. Certains miroirs qui avaient la dernière opération datée de Louis-Philippe avait été mal remplacés, donc tenaient pas bien. Il y avait des baguettes en bronze à refixer. Il y avait enfin plein de petites choses qui fait il y a eu 48 miroirs à changer. Mais ceux qui n'étaient pas à changer étaient à... Je les ai tous démontés pour au moins les protéger pendant le restant des travaux. Certains montés et remontés à plusieurs occasions parce qu'il y a pu y avoir des travaux complémentaires qui ont été faits. C'était plus une opération de protection permanente. Il fallait surtout ne pas abîmer ce qui était en place. Il faut préserver absolument tous ces miroirs qui datent tous de l'Ancien Régime et qui, pour 70% d'entre eux, sont les miroirs d'époque. Donc c'était vraiment un challenge pour moi, ça a été le challenge, c'était surtout de ne rien casser, de se contenter d'une la plus maigre portion possible d'action en fait, pour préserver absolument ce qu'on a eu la chance d'avoir sous les yeux depuis l'Ancien Régime. Quand vous allez prendre en charge le chantier, quelle est la plus grande difficulté que vous anticipez? C'est une bonne question. Je pense que je me rends pas compte de ce que c'est. Je pense qu'il y a une part d'inconscience, de plaisir absolu, parce que mettre les pieds à Versailles pour n'importe quel artisan est quand même une magie totale. Et puis après, il y a beaucoup d'inconscience et de se dire on y va, mais on y va et on verra bien. Qu'est-ce qu'on sait des artisans qui ont été les premiers, qui ont posé ces miroirs, les premiers qui ont créé la galerie, si je puis dire? Est-ce qu'il y a une littérature professionnelle, technique, à laquelle vous avez accès ou pas du tout? Oui, on peut avoir accès à une littérature, mais les artisans, les artisans ne sont pas ceux qui ont été le plus décrits, travaillés.
Donc c'est pas toujours facile d'accès d'avoir mais on connaît des familles de miroitiers historiquement. Il y a des contrats qui ont été retrouvés. Il y a, si vous voulez bien vous pencher et faire une thèse sur le sujet, vous pouvez trouver des choses. Alors après, j'ai pas fait de thèse sur la miroiterie, donc je connaissais des choses, ayant eu la chance de faire l'école du Louvre, de fréquenter un peu les bancs des facultés. Ce qui est une spécificité pour un artisan, c'est pas forcément le cas. Donc, étant avide de toutes ces choses-là, j'avais quelques connaissances sur le sujet, mais pas tant que ça sur les familles. Et justement, c'était très intéressant de pouvoir corroborer ces maigres connaissances que je pouvais avoir avec un élément tangible qui était sous mes yeux. Et j'ai découvert mon métier, une bonne partie de mon métier, avec les miroirs de la Galerie des Glaces dans les mains. Alors, vous avez mentionné le miroir au mercure d'argent et vous avez mentionné pas au mercure d'argent, au nitrate d'argent. Et le miroir au mercure. Pour des gens qui ne sont pas du métier, on ne sait pas du tout quelle est la différence, ni pourquoi c'est important que on refasse, ou on répare, on restaure, on complète les miroirs de la Galerie des Glaces avec tel ingrédient plutôt que tel autre. Alors, il y a une césure, en fait. C'est-à-dire qu'au cours il y avait une seule manière de fabriquer du miroir depuis la fin du XVe siècle. C'était à base d'étain et de mercure. Le mercure étant utilisé au moment de la fabrication. On mélange de l'étain et on prend techniquement parlant, vous avez une feuille de verre sur laquelle vous venez placer une feuille d'étain. Vous y versez du mercure dessus et le mercure fait exploser les particules d'étain qui viennent se coller de manière totalement ordonnée sur le verre, donnant l'effet miroité. Cette méthode a été la seule jusque vers 1835, à laquelle, à l'époque, un certain monsieur Justus von Liebig a inventé le nouveau procédé à base de nitrate d'argent. Jusqu'à cette époque-là, une méthode de fabrication, étain et mercure. À partir de 1835, le temps que ça se mette au point, à partir de, disons, la fin du siècle, 1860, nitrate d'argent. Donc vous avez un matériau avant et un matériau après. Ces matériaux n'ont pas la même couleur, ne vieillissent pas de la même manière. Et donc on a un intérêt pour la matière et pour ce qu'elle rend avec cette césure de date très très importante. Et dans la Galerie des Glaces, c'était visible, il y avait quelques carreaux qui avaient été remplacés par des miroirs en nitrate d'argent, ça n'a pas la même couleur, il n'y a pas la même homogénéité, donc il fallait retrouver cette couleur et cette homogénéité. Sauf que le mercure est interdit depuis plus de 100 ans. Donc on en revient à ce que je viens de vous dire, donc ça m'oblige professionnellement parlant à récupérer des miroirs anciens et à les recouper aux dimensions, mais je ne fabrique en aucun cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fabrication dans mon atelier de miroirs au mercure, parce que c'est totalement interdit. C'est non seulement interdit, mais ça fait tellement longtemps que c'est interdit que la méthode a quasiment disparu et qu'il y a des incertitudes techniques qui fait que même moi, je ne saurais pas vous dire exactement comment il faudrait procéder pour le faire. Donc, il n'existe pas quelque part un pays dans lequel l'usage du mercure est autorisé et où vous pouvez aller vous approvisionner. Vous êtes obligé de trouver d'anciens miroirs donc antérieurs à quoi, 1850 ? Antérieurs à 1850. Et la légende selon laquelle on peut trouver au fin fond de l'Inde ou au fin fond des pays de l'Est les miroirs en mercure est une véritable légende. Depuis 40 ans que je m'en occupe, je n'ai jamais vu une production où que ce soit quelque part qui puisse être... j'en ai jamais vu. Donc, je ne travaille qu'avec des miroirs anciens. D'accord. Et alors, vous les trouvez au hasard, vous les trouvez parce que vous avez un réseau, pas encore à l'époque, votre réseau est moins important qu'il est devenu après le... Voilà, il a fallu que je crée ce réseau-là, et donc maintenant, étant quasiment un des seuls à faire ce que je fais à l'échelle où je le pratique, c'est comme une pyramide, les gens m'appellent et en me disant j'en ai 3, 5, 10 mètres carrés, et donc j'ai un approvisionnement permanent. Ce qui a été très compliqué, c'est de créer le stock, créer une base de 500 mètres carrés à peu près que je réalimente en permanence, et ça, c'était compliqué. Maintenant, trouver un morceau de miroir, chacun peut, sur une brocante, trouver un petit morceau de miroir en mercure. Oui, mais vous avez pas besoin de petits morceaux. Mais pas avoir les tailles et surtout les immenses tailles que j'arrive à mettre de côté petit à petit. Alors, quel est pour la Galerie des Glaces, quelle est la plus petite surface
de miroirs que vous avez trouvés, quelle est la plus grande? Alors ça va être très simple, tous les carreaux font la même taille. Ils font aux alentours de 75 sur 82 cm, à peu près si ma mémoire est bonne, et ils sont donc montés ce qu'on appelle en parquetage. Donc c'est la dernière production de ce qu'on appelle les miroirs soufflés. C'est-à-dire que là, on attaque la partie technique sur la plaque de verre elle-même. C'était la compétence des ouvriers de pouvoir fabriquer des plaques de verre plates et de grandes dimensions. Jusqu'à la Galerie des Glaces, c'était des miroirs soufflés, donc une boule de verre en fusion qu'on met autour d'une canne, au bout d'une canne, on fabrique un manchon qu'on découpe, qu'on ouvre, et ça donne une plaque de verre qui fait les dimensions des miroirs de la Galerie des Glaces, à peu près aux alentours donc de 80 cm sur 1 mètre au maximum. Et à partir de la fin du XVIIe, tout début du XVIIIe, on sait fabriquer des miroirs qu'on coule. Donc là, on a toujours cette pâte de verre qu'on met sur une table, qu'on appelle une carquaise, en gros rouleau à pâtisserie, et là, on arrive à fabriquer des plaques de plus grande dimension. Mais la Galerie des Glaces, ce ne sont encore que des miroirs soufflés. D'accord. Mais les plaques, si les plaques de la Galerie des Glaces sont toutes identiques, il y en a certaines que vous avez découpées dans des grandes surfaces. J'imagine qu'on ne peut pas en additionner. On peut soustraire, mais on ne peut pas additionner. Exactement. Donc le tout est de trouver des plaques de taille un peu plus importante, pas forcément beaucoup plus importante, parce qu'on essaye de pas gâcher, et donc de trouver des dimensions qui soient les plus approchantes possibles. Mais le travail de la galerie était effectivement surtout un travail de découpe extrêmement fine, au millimètre près, pour pouvoir remplacer les miroirs qui avaient des soucis. On ne pouvait pas toujours démonter les baguettes en bronze qui les fixent pour des raisons mécaniques, parce que certaines portes ont été condamnées et autres. Donc la difficulté du travail était là. C'est un travail de façonnage plus que de restauration. D'accord. Alors, vous nous avez dit que le travail avait été fragmenté. D'une part, la galerie a été divisée en deux pour qu'elle puisse continuer à être visitée. Mais il y a aussi, dans votre propre travail, vous n'avez pas travaillé continuellement pendant 3 ans. Vous avez travaillé par étapes. Les étapes étaient faites en fonction de quoi? Alors les étapes sont faites, la plus importante est le départ. Le départ, on cherche à protéger au maximum ce qui est en place. Donc le montage des échafaudages, toutes ces choses-là, est assez compliqué et dangereux pour le miroir. Donc le tout étant de protéger très rapidement et de mettre à l'abri tout ce qui peut présenter un risque. Donc vous avez un gros travail de manutention, de démontage, de manutention et de mise en caisse. Et ça, après, ça se développe sur les 4 ans. En gros, à chaque fois qu'une entreprise a à intervenir près des miroirs, que ce soit les bronziers, les menuisiers, les marbriers, ils appellent au secours parce que le verre fait peur. On a peur de le casser. Donc à ce moment-là, on fait au secours miroitier, et donc le miroitier monte pas sur son cheval, mais entre dans sa voiture, va se garer devant la Galerie des Glaces le matin, ce qui est un grand bonheur au lever du jour, monte les échafaudages 4 à 4 pour s'apercevoir qu'effectivement, il y a 3 miroirs le long d'un pilier de marbre à démonter, et donc ça peut durer 4 ans, mais j'ai pas passé 4 ans. Oui. J'ai passé, disons, 4 mois en temps continu, mais étape par étape, journée après journée. J'ai passé entre autres beaucoup de temps avec les journalistes qui étaient très intéressés par le travail et avec lesquels j'ai beaucoup communiqué à l'époque. Indépendamment de ce travail de chercheur, de fouineur, qui vous a permis de trouver le matériau dont vous aviez besoin, en démontant, en mettant à l'abri, en réparant, en remplaçant des miroirs, vous avez découvert sur ce métier de miroitier des choses que vous ne connaissiez pas et qui n'étaient portées à la connaissance des miroitiers par aucun texte ou par aucun document d'époque. Alors effectivement, c'est là avoir une telle chance de pouvoir corroborer d'une part tout ce que vous pouvez connaître ou supputer, et d'avoir sous les yeux, sous les mains, l'essence même de ce travail, ça a été vraiment une grande partie du plaisir que j'ai pu avoir sur le chantier de la galerie. Après, il y a des petites choses, par exemple, ce qui peuvent paraître anodines, mais par exemple, savoir exactement ce qu'étaient tous les miroirs de la Galerie des Glaces étaient biseautés. Et donc, il a fallu se pencher sur le sujet, de savoir si on allait rebiseauter les miroirs, les 48 miroirs qu'on a changés ou pas.
Donc savoir comment était fait un biseau à l'époque. Et à l'époque, les biseaux étaient faits à la main, étaient faits par transparence avant que le miroir soit lui-même mercurisé. Et donc ça, c'est une chose qui a disparu aujourd'hui, puisqu'on me demande de travailler sur les miroirs anciens qui ont leur teint d'époque. Et donc on ne travaille plus du tout de la même manière pour faire des biseaux. Ils sont des biseaux beaucoup plus mécaniques. Donc ils n'ont pas la même pente, le même degré d'inclinaison. Et donc, d'avoir sous les doigts, de pouvoir caresser ces biseaux, m'a permis d'être sûr maintenant de pouvoir reconnaître un biseau d'époque ou un biseau beaucoup plus tardif. Il y a plein de petites choses comme ça sur la découpe ou sur la manière de placer, de fixer au mur avec les baguettes de bronze, enfin sur les parties panotées avec les baguettes de bronze dorées. Voilà, toutes ces petites techniques fines de miroitier, de menuisier, j'ai pu les avoir sous les doigts et être sûr maintenant de savoir comment ça se faisait. C'était et toute cette découverte et toute cette matière qu'on avait nous ont poussé, entre autres avec Saint-Gobain, à faire aussi des analyses sur le matériau même pour prouver. Les écrits étaient là, les architectes avaient trouvé les écrits on pourrait dire aujourd'hui les factures, mais prouvant que les miroirs avaient été commandés à Cherbourg. Mais on a corroboré tout ça avec des petites analyses, avec des petits éléments qui ont été analysés par Saint-Gobain, et grâce à la soude, les éléments de soude et de potasse qui ont été trouvés dans la composante des verres de la galerie, on a pu prouver qu'ils venaient bien tous de Cherbourg, parce que la soude avait été faite à base d'algues, de cendres d'algues, et non pas de bois de hêtre comme ça pouvait être le cas dans une autre usine. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, on les a appris grâce à notre travail sur la galerie. Alors, je n'ai pas pensé à vous poser la question dans notre précédente conversation, mais vous étiez combien pour vous occuper de ces miroirs? Ah, voilà le chien dont j'ai parlé tout à l'heure qui trouve que ma question n'est pas pertinente. Oui, parce qu'il n'était pas là à l'époque et il ne l'aurait pas pu m'aider. Et en tant que miroitier, on a fait le chantier à 2. Donc on était très proche des miroirs pour ces raisons de sécurité dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, on a fait vraiment ça à 4 mains à l'époque avec un de mes ouvriers qui est arrivé, que j'ai formé sur la galerie, puisqu'il est arrivé une semaine avant le début du chantier. Donc on s'est vraiment apprivoisé et on s'est vraiment intéressé au chantier de manière très personnelle et très proche, puisqu'on a vraiment fait ce chantier à 4 mains. Et avec vous deux, vous avez coopéré avec d'autres corps de métier, ou bien vous étiez seul à vous occuper des miroirs, puis les autres, ceux qui étaient chargés des autres parties de la galerie des glaces, que ce soit le plancher, etc. Alors, pour ce qui était des miroirs, on a vraiment travaillé à 2, tout seul, mais par contre, vous pouvez pas faire autrement que de travailler avec les autres personnes, que ce soit la direction au niveau des architectes, et après, les menuisiers qui sont sur le support, les bronziers qui ont réparé les baguettes en bronze, qui nous ont aidés aussi à les refixer correctement, les marbriers, parce qu'il y a une grosse présence de marbre dans la galerie. Donc ça, c'était vraiment, pour moi, une des choses les plus intéressantes. C'était de coopérer avec ces gens-là et de récupérer de la connaissance dans des domaines parallèles, mais qui sont pour un résultat qui est la galerie des glaces. On pouvait pas faire, enfin moi, je ne pouvais pas faire autrement que de m'intéresser à tout ce qui était autour des miroirs. Et quelqu'un avait une vue globale de ce qui était en train de se passer, de cette rénovation de l'ensemble de la galerie? Tout à fait, vous aviez un comité de suivi avec des yeux et des oreilles assez nombreux. Tout ça étant piloté par monsieur Frédéric Didier, à l'époque était l'architecte en place. Donc vous aviez vraiment un collège de sachants qui surveillait notre travail, avec lequel on communiquait quand il y avait une question à poser d'ordre historique, et faire ci ou pas faire ça, choisir de biseauter ou de pas biseauter par exemple les miroirs, était une question qui s'est longtemps posée, et en fait c'est un peu comme une restauration de peinture où vous agissez par toutes petites touches. Quand vous le voyez de loin, ça vous paraît totalement uni et intégré dans la peinture, mais ça permet à un historien qui lui s'approche le plus près de la peinture de savoir quelles sont les parties encore d'époque et les parties qui ont été restaurées. Mais quand vous regardez la galerie des glaces, vous avez une vision absolument unie, parce qu'on a vraiment choisi les couleurs de miroirs adéquates. Mais par contre, tous les miroirs qu'on a remplacés ne sont pas biseautés. Donc vous pouvez vous-même, à l'œil nu, dans la galerie, faire un petit jeu et vous dire de l'arcature 1 à 17 quels sont les miroirs qui ont été changés ou pas.
Donc, parce qu'ils ne sont pas biseautés. Après la restauration de la Galerie des Glaces, d'abord, est-ce que, vous disiez tout à l'heure, beaucoup de journalistes se sont intéressés à cette affaire, mais est-ce que cette restauration a fait l'objet d'un documentaire, d'un film? Est-ce qu'on peut le voir? Oui, il y a eu beaucoup de films de journalistes. Il y a eu un film qui s'appelle, j'ai oublié depuis longtemps, c'était en 2004 et 2007, mais il y a un petit film documentaire qui existe. Et vous avez des très jolis livres et parutions qui ont été faites avec l'aval de Monsieur Hamon, qui était un historien très compétent qui travaillait pour Saint-Gobain. Donc il y a des parutions sur lesquelles on peut se documenter, oui, tout à fait. Et après ce chantier de la Galerie des Glaces, est-ce qu'on vous a proposé d'autres chantiers de rénovation, sinon comparables, parce que en importance à la fois symbolique et réelle, il ne doit pas y en avoir beaucoup de chantiers importants, mais est-ce que on vous a fait des propositions qui vous ont conduit à des chantiers aussi intéressants? Alors, une galerie des glaces, il n'y en a pas 36 au monde, donc ça, je pense que ce sera à tout jamais un chantier pour moi qui sera un chantier assez unique. Mais par contre, il y a d'autres chantiers d'État qui ont eu lieu. Il y a aux Archives nationales, on a réinstallé les boiseries qui provenaient de l'hôtel de la Vrillière, et qui avaient été récupérées et qui ont été à la chancellerie, qui ont été réinstallées à la chancellerie d'Orléans. Donc j'ai eu la chance de participer à ce chantier-là, qui est l'autre chantier, disons chantier d'État important auquel j'ai pu participer. Oui. Ça avait été l'objet de diverses polémiques, la Banque de France ayant conservé pendant très longtemps toutes ces boiseries tout en disant qu'elle ne les avait pas. Mais bon, je voudrais simplement qu'on en vienne maintenant à l'autre de vos activités, celle d'antiquaire, et d'antiquaire particulièrement spécialisé dans les cadres. Comment vous arrive la demande, enfin quelle est la demande, je dirais, pour ce qui est de cette activité? Alors ça, c'est une activité aussi à laquelle j'ai un peu participé à la création, parce que notre métier mon métier d'expert dans les cadres m'a amené à créer des ventes publiques de cadres, à assister des commissaires-priseurs sur une spécialité qui jusqu'à présent n'avait jamais vraiment été traitée. Et petit à petit, ça a évolué. Et au départ, il y a quelques dizaines d'années, quand j'ai commencé, on vendait du stock de cadres. C'est-à-dire que vous aviez des professionnels qui achetaient moult cadres de telle et telle et telle époque pour alimenter leur stock et pour pouvoir après pouvoir répondre aux besoins de leurs clients. Et petit à petit, on s'est transformé. En fait, je suis encadreur en vente publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur Philippe Meyer va venir me voir demain, après avoir connu nos compétences, pour venir faire encadrer une œuvre. Et va donc venir essayer de voir si j'ai les dimensions et le cadre qui puisse magnifier une œuvre que vous possédez. Mais donc on est vraiment des encadreurs. Donc ça, sur une centaine d'objets, on vend 80% des objets sont faits pour encadrer une œuvre précise. Donc c'est une nouvelle manière d'encadrer. Au lieu d'aller chez votre encadreur du coin, on pousse le jeu de la collection jusqu'à pouvoir aller trouver un cadre ancien qui corresponde ou à l'époque ou aux dimensions ou les deux quand c'est un miracle. Donc c'est une nouvelle manière d'encadrer. Mais les dimensions, ça ne correspond jamais. Alors, très rarement. Heureusement, si, de temps en temps quand même. Il y a d'abord de ce qu'on avait été créé à la fin du 18e, le tableau des figures. C'est-à-dire que les marchands de toiles et de châssis avaient inventé un tableau dans lequel vous aviez des figures, des paysages ou des marines avec des dimensions de châssis régulières pour leur faciliter leur travail et leur travail commercial. Donc déjà, vous avez des cadres qui souvent ont été faits d'après ces dimensions-là, pour les mêmes raisons commerciales.
Donc vous pouvez trouver vous pouvez trouver des cadres à dimension. Puis il y a certains cadres que vous pouvez modifier. Alors pas tous. Il y a certaines fois où je refuse totalement de le faire parce que ça peut dénaturer le cadre lui-même. Mais une moulure, il faut savoir qu'une moulure Louis XVI, ce qu'on appelle traditionnellement par exemple les raies de cœur, raies de perles, c'était fabriqué par des jeunes gens qui dès l'âge de 14 ans étaient dans les ateliers et jusqu'à la fin de leur carrière sculptaient de la raie de cœur et de la raie de perles. Et n'importe quel client qui arrivait, c'était des longueurs de 2 mètres et quelques, et on découpait aux dimensions du client pour encadrer. Donc ces choses-là continuent à exister, on en trouve aujourd'hui, et donc vous pouvez trouver, on peut modifier certaines dimensions pour les adapter à vos demandes, quand c'est techniquement possible, en respectant l'objet. Alors, il y avait donc des gens qui fabriquaient les cadres Louis XVI sous Louis XVI, mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui fabriquent des cadres, je veux dire en dehors des encadreurs dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, il y a eu une grande évolution. Il y a eu le XVIIIe siècle a été une période fantastique en France pour tout le travail des arts. Donc, on a inventé beaucoup de choses. Au XIXe, on a repris beaucoup de modèles, on les a agrémentés à une sauce un petit peu différente. Le XXe siècle a été un peu le parent pauvre, avec quelques très grands faiseurs de cadres. Tous les grands de l'art déco, les Ruhlmann, Prince et autres, ont fabriqué quelques modèles de baguettes et on trouve des choses assez intéressantes. Mais ça a été finalement assez pauvre. On peut citer quelques industriels, la maison Bouche par exemple, qui estampillait certains cadres, qui a travaillé à Paris, et puis s'est exilé à Clermont-Ferrand. Mais il y a peu de choses sur le XXe siècle. Et maintenant, je pourrais dire que ce qui est compliqué dans l'encadrement, ça a été remplacé presque par l'architecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui intègre un tableau peut penser largement en avant à l'intégration de la toile dans son intérieur. Et ça arrive très souvent qu'on ait des architectes qui prévoient des emplacements pour une toile ou pour une sculpture, et donc on a magnifié encore la notion d'encadrement, est allé encore plus loin que ce qu'on avait pu imaginer jusqu'alors. Donc oui, on encadre encore. Après, tout est possible. Vincent Guerre, je vous remercie. J'invite les auditeurs à pratiquer le jeu que vous leur avez suggéré, c'est-à-dire celui d'aller à la Galerie des Glaces et de chercher les 48 miroirs. Les 48 miroirs. Et puis arcature par arcature. Et biseau ou pas biseau, ouais. Telle est la question. Telle est la question. Merci Vincent Guerre.